La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Aussitôt installés, ils prennent connaissance du rôle à jouer dans le processus électoral. Les membres des commissions électorales locales indépendantes CELI se forment depuis ce matin au siège de la CENI. Leur mission est très délicate pour les élections locales du 30 juin prochain. Qu'apportera cette formation aux membres des CELI? Les éléments de réponse dans ce journal. La joie des populations d'Atiégou, d'Adidogomé, bénéficiaires des réalisations du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, des ouvrages socio-économiques construits pour améliorer leurs conditions de vie et lutter contre la pauvreté dans ces localités. La cérémonie de remise des joyaux dans ce journal. Et puis, le mouvement des Jeunes Unir est sur le terrain pour une mission bien claire, expliquer aux jeunes les réformes adoptées à l'Assemblée nationale cette semaine et les préparer à participer aux élections locales du 30 juin prochain. Les jeunes de l'Egbasito ont été ciblés par cette sensibilisation ce samedi. Voilà, pour les principaux titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Les choses se précisent et vont très vite pour la tenue des élections municipales. Elles sont prévues pour le 30 juin prochain, selon un décret pris en Conseil des ministres cette semaine. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, se prépare activement pour la réussite de ces élections. Elle a installé ce samedi les membres des commissions électorales locales indépendantes CELI à son siège à Lomé. Installation suivie d'une formation des membres des CELI sur leur rôle dans ce processus électoral en vue des élections locales. Le récit de Edem Soussoukbo. Le processus électoral devant aboutir à l'élection des conseillers municipaux le 30 juin prochain est rentré dans sa phase active. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'arme afin de bien conduire les opérations électorales. Elle vient d'installer à son siège les membres de 10 CELI, Commission électorale locale indépendante de 3 préfectures, Ave, Golfe et Agouenivé. Ces derniers ont automatiquement entamé une formation qui va durer 2 jours afin de mieux maîtriser leur rôle et responsabilités sur le terrain en période électorale. Les CELI sont les démembrements de la CENI au niveau de chacune des circonscriptions électorales, notamment au niveau des préfectures dans leur ensemble. Et le rôle qui est dévolu aux CELI, c'est pratiquement coordonner et exécuter les mêmes rôles qui sont dévolus à la CENI au niveau national. Leur rôle est de faire en sorte que tous les acteurs qui vont être impliqués, à ce stade du moins, soient formés, reçoivent la formation nécessaire sur tous les instruments qui encadrent le processus électoral pour leur permettre de bien comprendre leur rôle et surtout de bien le jouer sur le terrain. D'insister auprès de ces acteurs quant à leur rôle et à la précision qu'ils doivent observer dans la transmission du message qui vont porter vers les acteurs de niveau plus bas, c'est-à-dire les comités de liste et de carte. Et toutes les équipes de coordination font la même chose sur l'ensemble du territoire. Au total, 38 CELI vont œuvrer aux côtés de la CENI pour que le processus de décentralisation soit une réussite au Togo. Au sein de cette CELI, on compte le parti au pouvoir, l'opposition parlementaire et ESRA parlementaire. Et on connaît aussi le visage des membres des CELI de la région des Savanes. Ils sont installés également ce samedi à Dapaon. Le compte-rendu de la cérémonie avec Désiré Aloye. Le processus électoral pour les locales enclenché aboutira sur le choix des élus locaux conseillers municipaux le 30 juin prochain au Togo. Au niveau décentralisé, les commissions électorales locales indépendantes CELI représentent la CENI, Commission électorale nationale indépendante, pour coordonner le processus. Pour le compte de la CELI Tone 57, tout comme ailleurs, les 7 membres ont été installés. À leur tête, Lakriman Djangenan, président du tribunal de Dapan. Nous constatons avec satisfaction que toutes ces CELI sont au complet.
Nous sommes donc prêts, après cette installation, premièrement, à suivre les formations prévues dans le cadre de ce processus-là. Et ensuite, nous allons, à notre tour, nous rendre sur le terrain pour former les membres des comités listes et cartes. Après quoi seulement nous allons entamer la dernière phase du processus, c'est-à-dire la révision des listes électorales. À la population, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que le moment venu, il faudra que cette population se mobilise pour se rendre dans les centres de révision retenus pour se faire enregistrer. Les 3 autres cellules, Tandjouar, Pendial Ouest et Outi, sont installés. Aussitôt installés officiellement, ils se forment pour être à la hauteur des tâches assignées. Le scrutin est attendu le 30 juin donc. Le chronogramme détaillé mentionne la révision des listes électorales du 16 au 18 mai. Les locales, une priorité du gouvernement togolais pour renforcer la démocratie à la base. Elles peuvent désormais toucher du doigt les réalisations faites grâce au PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Les populations se réjouissent des infrastructures socio-économiques mises à leur disposition gracieusement, des marchés, forages, des sanitaires entre autres, pour améliorer les conditions de vie de ces populations et lutter contre la pauvreté. C'est le PUDC qui offre cela 3 ans après son lancement par le chef de l'État. Certains quartiers de la préfecture du Golfe, notamment Atiego et Adidogomé, ont reçu leur ouvrage officiellement hier. Cérémonie présidée par la ministre en charge du développement à la base. Les détails avec Lucassi. Des infrastructures marchandes, sanitaires, hygiéniques et hydrauliques pour répondre aux besoins des populations des différents quartiers de la préfecture du Golfe. Ces infrastructures et équipements socio-économiques de base ont été réalisés grâce au programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Un programme lancé par le chef de l'État afin d'améliorer significativement les conditions de vie des populations. Les marchés d'Atiegou, Akode Sewakponu, d'Adidogomé, fruits du PUDC, ont été solennellement remis aux bénéficiaires. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux plus hautes autorités du pays pour cette initiative qui déjà les soulage. L'infrastructure, ça change beaucoup de choses. Ça nous protège contre la pluie, contre le vent et surtout contre le soleil. Et maintenant qu'on a réaménagé le marché, nous ne sommes plus sous les arbres comme avant. Nous envisageons maintenant aller plus loin dans notre commerce, dans nos ventes, tout en cherchant des produits bio de qualité et surtout à des prix abordables que la population peut venir acheter, et cela va nous permettre de faire des bénéfices qui vont aussi nous aider à subvenir aux besoins de nos enfants, aux besoins de nos familles. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons gagné les hangars, nous avons gagné les forages, nous avons gagné magasins. On saisit cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, pour son initiative de développement qui n'oublie jamais les femmes togolaises, surtout les femmes dans les marchés. Pour être plus efficace dans son approche, le choix des infrastructures à réaliser a été fait dans une démarche participative. Ceci en vue d'apporter une réponse concrète et adaptée aux besoins des populations. Toutes ces infrastructures relèvent des plans de développement de ces quartiers. C'est un peu dans la mise en œuvre du programme de développement communautaire en zone urbaine PDCZU que pilote la NADEB, que des quartiers sont accompagnés et que ces quartiers ont priorisé certains projets. Et donc pour la mise en œuvre de ces projets priorisés, nous avons eu recours aux ressources mises en place au niveau du PUDC par le gouvernement togolais afin de réaliser ces ouvrages. Et donc pour ce qui concerne la zone de la préfecture du Golfe, c'est au total 300 millions qui ont été investis pour réaliser 15 hangars
de type cantonal, 5 magasins de stockage, au moins 6 ou 7 forages photovoltaïques et des blocs de latrines. En plus des ouvrages que nous voyons aujourd'hui, il y avait des séances de renforcement de capacité qui ont été exécutées en faveur des acteurs à la base qui ont la responsabilité de la gestion de ces ouvrages. Au regard des résultats déjà obtenus dans la mise en œuvre de ce programme, les partenaires en développement du Togo réaffirment leur engagement à toujours accompagner le Togo dans ces initiatives qui visent l'amélioration des conditions de vie des populations. Le PNUD et l'ensemble du système des Nations Unies se réjouissent de cette confiance du chef de l'État. Et une fois que maintenant les infrastructures ont été réceptionnées par les populations, on discutait avec Madame le ministre pour voir comment on va toujours continuer à accompagner la gestion de ces infrastructures, mais aussi apporter beaucoup plus de solutions pour la mise en œuvre des questions de développement, mais surtout centrées au niveau de la base. Le ministre en charge du développement à la base s'est réjoui de la mobilisation des populations et les a invités à bien entretenir ces ouvrages pour leur pérennité. Victoire Tomega Dogbe a également établi le lien entre le PUDC et le Plan national de développement PND. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût du PND, parce qu'avec le PND, il est question de créer plus de richesses, plus d'emplois pour les jeunes. Et quand on crée des richesses, il faut s'assurer de la juste redistribution de ces richesses, d'où l'intérêt d'avoir dans le PND un axe qui est consacré à l'inclusion sociale, à l'inclusion économique, à l'inclusion financière. C'est-à-dire permettre à ce que les richesses qui sont créées puissent profiter à la majorité des Togolais à travers des mécanismes qu'ils ont mis en place. Vous avez vu par exemple à travers le FNFI, vous avez vu à travers le School Arsure, ou bien à travers des projets de développement communautaire ou des filets sociaux comme les cantines scolaires, les transferts monétaires, etc. Donc c'est oui, avec le PND, on va intensifier, on va accélérer la réponse à des besoins des populations qui sont des besoins tout à fait légitimes. Vous avez vu, à chaque fois que nous arrivons quelque part, on vous dit, on est content de ce que vous avez apporté, mais on veut plus. Et c'est tout à fait normal. Et le chef de l'État s'engage à apporter des réponses idoines à ces préoccupations à travers le PND. Il faut continuer par semer la paix, la sécurité et à faire en sorte que ces ouvrages puissent être bien gérés pour le bonheur de l'ensemble des populations qui sont concernées par les ouvrages. La réalisation de ces ouvrages à travers les 5 régions du pays relève de la composante 1. La composante 2 renvoie au renforcement des capacités institutionnelles des acteurs locaux et nationaux pour une gestion efficace de leur développement. Et au-delà du PUDC, la mise en œuvre du projet BID 3 apporte beaucoup aux populations, notamment celles de la région des plateaux. Fini la corvée des femmes pour avoir de l'eau potable. Les localités d'Akbaré, de Glito et de Kamina disposent désormais de mini-adductions d'eau potable. La réception de ces ouvrages avec Siver Aboudou et Ferdinand Diassoa. De ce robinet jaillit de l'eau potable, une denrée essentielle et indispensable à la vie, ce qui montre à suffisance que l'accès à l'eau potable est désormais un acquis à Akbaré, dans la préfecture de Logou. La localité est dotée de mini-adduction d'eau potable, un ouvrage pour réduire le taux de déserte en eau et l'accès aux infrastructures d'assainissement dans cette zone qui regorge des populations aux cultures diversifiées. Le château alimente 12 bornes fontaines avec un débit de 15 mètres cubes par heure. Cette fois-ci, on a accès à l'eau potable, c'est une vérité pour nous. Et grâce à cette eau potable, nous aurons eu une santé meilleure parce que nous buvons chaque temps ici de l'eau souillée. Donc avec l'eau potable, nous aurons eu une santé meilleure. Et ça nous permet aussi de faire de longues distances avant d'avoir de l'eau. Et avec l'eau potable, ces distances seront moins pour nous. C'est une fierté pour nous aussi. Outre Akbaré, Glito, dans la préfecture d'Anié, et Kamina, dans la Kébou. Ces localités ont été également dotées de ces mini-adductions d'eau, un engagement du chef de l'État pour mettre fin aux difficultés d'accès à l'eau potable. Les ouvrages sont réalisés dans le contexte du projet hydraulique villageoise et cofinancé par la Banque islamique de développement et l'État togolais. Des ouvrages à travers lesquels les populations bénéficiaires expriment leur enthousiasme pour l'accès à cette source vitale. Nous voulons remercier le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé et
son gouvernement qui a pensé à nous, population de Glito. Et vous savez comment les femmes souffrent pour obtenir de l'eau. Et aujourd'hui, nous avons les robinets, nous sommes très fiers. Nous disons un sincère merci au chef de l'État qui ne nous a pas oubliés, nous a rendu cet ouvrage. Sinon, avant, on souffrait trop. Mais je crois qu'avec ça, là, ça va beaucoup nous servir. Une chose est de réaliser, une autre est d'amener les populations à une gestion efficace et efficiente des ouvrages. Des mécanismes sont mis en place pour assurer leur pérennité. Là, il y a un comité d'eau qui a été formé et qui prendra d'abord en charge, disons, la gestion des installations. Avec le temps, la gestion peut évoluer pour que, disons, la TDE, pourquoi pas, prenne la relève et pour la gestion des installations. À travers cet engagement, le gouvernement veut réduire significativement les difficultés d'accès à l'eau potable pour qu'en 2030, toutes les populations rurales et semi-urbaines puissent avoir accès à cette denrée rare pour l'atteinte des objectifs de développement durable. L'ambition du chef de l'État, c'est de faire du PND en 2022 l'accès à l'eau potable à hauteur de plus de 70%. Et s'il plaît à Dieu, jusqu'en 2030, nous allons atteindre 100%, comme l'indiquent les objectifs de développement durable. Les populations sont très enthousiastes, elles sont heureuses et elles sont contentes d'avoir reçu cet ouvrage et elles nous ont promis de l'utiliser à bon escient et surtout de prendre soin de cet ouvrage important pour la vie d'un être humain. Cette tournée entamée il y a quelques jours dans le contexte du projet BID 3 a permis au ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise de remettre 6 mini-adductions d'eau à 6 localités bénéficiaires des plateaux et de la maritime. Le reste des ouvrages, notamment ceux d'Amakpapé dans le Hao et Agbadome dans le Zior, seront réceptionnés dans les jours à venir. Ils sont nos petits soins et nous soignent quand on est malade. Ils méritent d'être célébrés. Les infirmiers et infirmières sont à l'honneur chaque 12 mai, une journée internationale qui appelle à mieux réfléchir sur la profession. Au Togo, les manifestations cette année se déroulent à Dapaon à l'initiative de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. La profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé pour tous, thème choisi pour marquer l'événement. Désiré Aloye. Infirmière, une tâche noble pour prendre soin des patients. Un exercice aussi au service des populations sous d'autres angles. Travailler à la prévention des maladies. Chaque 12 mai est réservé pour célébrer la journée internationale de l'infirmière. Au Togo, l'Association nationale des infirmiers et infirmières, ANIT, rentre dans la danse par une série d'activités autour du thème de l'année. Profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé pour tous. À Dapan, l'association a ouvert un débat sur le thème pour amener tous les acteurs à avoir une idée sur les différentes tâches d'un infirmier pour contribuer aux soins de santé. Chaque 12 mai, nous retenons un thème autour duquel nous menons une réflexion précise dans chaque pays pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les infirmiers, les infirmières, les accoucheuses puissent améliorer leur contribution pour l'amélioration de la santé des populations. Il y va de soi que dans ces réunions-là, que nous réfléchissions sur l'épanouissement de notre profession afin que nous puissions faire exactement le travail que nous devons faire. Et aussi à cette occasion, dans chaque pays, les infirmières et les infirmiers profitent pour soumettre des plaidoyers, n'est-ce pas, au gouvernement, aux partenaires et aux ministres qui ont en charge la santé. La profession infirmière reste un acte de cœur dans l'exercice de la fonction, un travail à pratiquer avec art, amour et dévotion dans l'intérêt des patients. Nous sommes en train de lutter pour contribuer aux côtés du ministère de la Santé à assainir la pratique en santé dans notre pays. Les autorités ont fait l'effort d'élaborer des textes
devant, n'est-ce pas, cadrer toute cette pratique-là. Alors cette année, c'est pour nous l'occasion encore de réitérer ce que nous demandons déjà, n'est-ce pas, au ministère de la Santé et aux plus hautes autorités pour que cette pratique qui n'arrange pas la population soit arrêtée. Il s'agit notamment de l'application réelle du Code de la santé. Il s'agit aussi actuellement du recrutement du personnel, surtout infirmier. La santé, le bien-être des populations préoccupe l'association ANIT qui appelle les uns et les autres à la pratique de l'hygiène, aux différents dépistages et à la vaccination. Comment redynamiser et pérenniser les actions en faveur de la promotion de la femme? La coopérative des organisations de femmes au Togo a la solution. Elle opte pour le réseautage et les stratégies de mobilisation des ressources, ce qui passe par la formation des membres sur ces notions. Les précisions de Manim Binyandi et Anol Kiliou. De 30 organisations au départ, la coordination des organisations de femmes du Togo compte aujourd'hui plus de 300 organisations de femmes. Cette session de renforcement des capacités des membres vise à mieux se connaître, renforcer le réseautage et surtout définir de nouvelles stratégies de mobilisation des ressources pour le financement de leurs activités. Notre slogan, c'est « Ensemble, nous sommes plus fortes ». Les financements sont là, mais pour pouvoir les drainer vers vous, il faut que les bailleurs de fonds sentent que vous êtes unis, que vous êtes soudés. Les questions de droits de femmes aujourd'hui nécessitent de gros financements, quelles que soient les stratégies individuelles que nous empruntons. L'objectif, au final, c'est la promotion des droits des femmes. Les techniques de financement du Fonds des femmes francophones ont été partagées avec les membres de la COFET pour les édifier sur la rédaction des projets bancables. Nous avons voulu relever ces défis d'avoir un fonds qui est dédié exclusivement aux francophones, qui va recevoir les demandes en français, qui va les traiter en français, mais surtout un fonds qui est capable d'accompagner les organisations. Aujourd'hui, vous avez très peu de partenaires financiers qui peuvent apporter de l'accompagnement technique aux organisations pour les amener d'un niveau A à un niveau B, où elles peuvent mobiliser des ressources plus aisément. Donc nous, par vocation, nous ne sommes pas seulement un fonds qui va donner le financement, mais nous sommes également un fonds qui va faire de l'appui technique pour accroître la capacité institutionnelle des organisations. Il est question pour la fêtière des organisations de femmes du Togo, COFET, d'imprimer une nouvelle dynamique à leur organisation dans la promotion de la gente féminine. Dans cette démarche inclusive, elles pourront mieux défendre leurs droits en s'imposant au plan national et international. Dans l'actualité à l'étranger, ils ont été libérés hier, 4 otages notamment, les 2 touristes français enlevés le 1er mai dernier dans le parc de la Pendjari au nord du Bénin. Les forces spéciales françaises ont aussi libéré une américaine et une sud-coréenne lors d'une opération. Libération possible lors d'une intervention complexe dans le nord du Burkina Faso, au cours de laquelle 2 militaires français ont été tués. Suivez ce reportage, France 24. National de la Pendjari au Bénin, que les 2 touristes français avaient été aperçus pour la dernière fois. Patrick Pic et Laurent Lassimouillas ne sont ensuite jamais rentrés à leur hôtel. Depuis, la piste de l'enlèvement était évoquée, car le parc se trouve juste à côté du Burkina Faso, un pays où opèrent de nombreux groupes armés. C'est finalement 9 jours plus tard que les 2 hommes ont été retrouvés par des soldats français. Cette libération a pu être obtenue grâce à une opération militaire conduite par les forces françaises dans la nuit de jeudi à vendredi. Une libération dont se félicite Emmanuel Macron, qui explique également que 2 autres otages ont été ramenés, une américaine et une sud-coréenne. Toutefois, pour mener cette opération, l'armée a pris des risques et 2 militaires y ont perdu la vie. Autre décès, celui du guide béninois qui accompagnait les 2 Français. Son corps a été retrouvé samedi dans le parc de la Pendjari et sa voiture calcinée quelques kilomètres plus loin. Et sachez que les 2 otages français et la sud-coréenne libérés vendredi ont été reçus ce matin par le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Les 3 otages ont salué la mémoire des soldats français morts ainsi que le guide béninois pour les avoir libérés de l'enfer. Les 2 Français ont regagné Paris ce soir, accueillis par le président Emmanuel Macron. Un hommage est prévu mardi aux 2 militaires d'élite tués.
Également dans l'actualité à l'étranger, en Afrique du Sud, l'ANC, parti au pouvoir, remporte la majorité absolue aux élections législatives et provinciales. 25 ans après la fin de l'apartheid, le parti historique de Nelson Mandela conserve donc le pouvoir, mais il enregistre un fort recul, une baisse qui se fait au profit de l'opposition. Et retour en page nationale, la situation sociopolitique du Togo expliquée aux jeunes de l'Eguacito ce samedi par le mouvement des jeunes Unir. Le MJU a apporté des éclairages sur les réformes adoptées par l'Assemblée nationale le 8 mai dernier. Les jeunes de l'Eguacito ont été invités à participer activement aux prochaines élections locales. Les détails avec Mabel Tiagnon et Arnold Kelio. Eguacito, mobilisé pour être en phase avec le développement de l'actualité politique. Au cœur des discussions, la portée politique des réformes constitutionnelles et institutionnelles adoptées le 8 mai à l'Assemblée nationale et les enjeux des élections législatives qui s'ouvrent sur la gouvernance locale. Les rencontres unies, c'est pour informer les jeunes à la base, surtout des actualités du pays, et recueillir aussi leurs avis et doléances pour transmettre ça aux autorités. Nous attendons l'appui de la base, surtout de la jeunesse unie, pour nous accompagner, aussi mobiliser les populations pour que ces élections soient aussi une réussite comme les élections législatives. Deux sujets d'actualité qui focalisent l'attention de la jeunesse. Très réceptif au message, il s'engage pour de nouvelles victoires du parti UNIR. Quand on organise la rencontre ainsi, ça nous permet de rencontrer les responsables, discuter vraiment avec eux. On se prépare en conséquence parce qu'il y a certains militaires qui ne sont pas enrôlés au départ, puisqu'il y avait eu beaucoup de retard. Maintenant, ils ont dit de sensibiliser la base, de bien s'enrôler pour que les militants puissent voter massivement pour les locales. Ils nous ont parlé des locales, tout d'abord ce qu'est la commune, ils nous ont expliqué beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, toute la jeunesse de la commune de l'Eguacito se sent fière. Nous sommes très contents de voir nos responsables de la jeunesse parmi nous. Des échanges conviviaux de partage d'informations. Le MJU veut, à travers ces rencontres unies, s'approcher davantage de la base et recueillir les préoccupations de la jeunesse. C'est l'occasion pour nous d'écouter leurs doléances au plus près, de prendre en compte leurs préoccupations et de vivre avec eux directement les préoccupations qu'ils nous soumettent. Et ça nous permet d'apporter des éclaircissements pédagogiques sur leur militantisme politique, sur les aspects professionnels, sur les appuis ou les questions qui sont leurs préoccupations de tous les jours. Donc ces échanges nous permettent de maintenir un contact direct avec nos jeunes militants. Le MJU appelle donc la jeunesse de l'Eguacito à se mobiliser pour participer activement aux élections locales afin que les jeunes puissent être représentatifs dans la gestion des collectivités locales. Et on marque une pause au niveau des panélistes de la cellule de réflexion du Parti UNIR pour faire le bilan. Ceci après quelques mois d'intenses activités, de sensibilisation et de formation sur le terrain. Il est question d'analyser les forces et les faiblesses de la mission et définir de nouvelles orientations pour l'efficacité des actions et la victoire du parti au lendemain des élections locales du 30 juin prochain. Le point avec Hélène Agbelesessi et Lucassi. Opérationnels depuis janvier 2019, les panélistes de la cellule de réflexion UNIR s'évertuent à partager et à divulguer les actions du chef de l'État auprès des populations. La cellule a fait de la dissémination du contenu du plan national de développement PND son leitmotiv. Après des mois de sensibilisation et de formation à l'endroit des militants et sympathisants du parti politique Union pour la République UNIR, l'association pose ses valises pour un bilan mi-parcours. Nous avons communiqué sur la mobilisation par rapport au local, au présidentiel 2020. Donc nous avons vu de l'engouement, le nombre des participants a été atteint, le succès était énorme. Notre objectif, c'est d'être connecté aux réalisations et aux actions du chef de l'État. Aujourd'hui, nous voyons que la vulgarisation du PND se fait dans les contrées, dans les sensibilisations et dans la rencontre par nos militants. Et c'est suite à la formation que nous avons pu donner. Nous avons ciblé les femmes musulmanes de notre grand parti du Grand Lomé, que nous avons eu à entretenir, à s'échanger sur les valeurs du vivre ensemble et de la promotion de la paix. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à ce qu'on puisse faire un bilan de mi-parcours
revoir nos stratégies, voir quelles sont les perspectives d'avenir, quelles sont les actions immédiates à mener par rapport au local et au présidentiel de 2020. Des observations, apports et propositions seront donc faits pour une amélioration considérable des actions de la cellule sur le terrain. Ceci en vue d'être plus efficace dans ses interventions. Le défi qu'elle s'impose pour l'heure est de mobiliser la jeunesse pour les élections locales et présidentielles à venir. Entre le 30 mars et ce jour, ils ont fait beaucoup d'activités, que ce soit concernant la mobilisation au cours des différentes élections qu'on va avoir ou que ce soit sur le plan national de développement. Donc ce sont des actions dont on a besoin et donc je les exhorte à continuer dans cette voie-là parce que nous avons des échéances bientôt. Le 30 juin, les élections locales, mais aussi 2020 qui est un grand saut pour nous parce que nous devons confirmer ce que nous avons déjà fait et donc nous ne pouvons que les pousser à aller sur le terrain, informer les autres que non, nous sommes prêts, nous avons même déjà fait le saut en 2020, donc là ce sont des petites étapes mais qui ont quand même leur importance et nous devons nous mobiliser non seulement pour les locales mais aussi remobiliser nos militants pour la période de recensement qui va avoir lieu entre le 16 et le 18 mai. Donc ce sont des petites étapes mais qui comptent aussi pour 2020. La cellule de réflexion UNIR entend jouer un rôle important aux élections locales prochaines pour la victoire du parti UNIR. Et puis, connaissez-vous les nanas? Eh bien, ce sont les femmes africaines rondes. Elles auront leur Miss le 16 juillet prochain. Le public togolais est invité à choisir parmi 10 femmes rondes africaines de la sous-région ainsi que leurs dauphines. Un concours d'élégance organisé par l'agence de communication événementielle KDPA Pro. C'est pour valoriser les femmes africaines et mettre en avant leur qualité intellectuelle. Les médias maîtrisent déjà les contours de ce projet qui est à sa première édition. Dodo Harry. S'ouvre aux femmes rondes africaines. Nana, le concours d'élégance s'offre à ces femmes souvent dites lésées comme un espace pour avoir confiance en elles et d'apprendre les valeurs d'une femme originelle, une femme qui sait vivre en société et qui sait se mettre en valeur. Un concours sous-régional qui reste authentique et qui se distingue de par ses critères plutôt fondés sur l'élégance, l'expression orale, l'esprit d'équipe, le désir d'apprendre. La particularité d'abord, c'est que nous ne sommes pas un concours de beauté, nous sommes un concours d'élégance. Parce que pour nous, au-delà de ce qui est l'aspect extérieur, il y a beaucoup de valeurs intérieures que nous voulons mettre en avant. La propension à communiquer, la propension à vivre ensemble, le savoir-vivre, etc. Donc c'est beaucoup plus ça. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que, comme je disais tantôt, nous donnons des formations et nous faisons des coachings à ces filles, ces femmes. Nous ne choisissons pas des critères en fonction du célibat ou pas. Nous prenons des femmes qui ont déjà un travail et qui ont envie de montrer ce que la femme ronde peut faire de bien, peut donner de bien. Elles sont 10 concurrentes, dont 5 togolaises et 5 béninoises pour ce concours qui veut repositionner la femme africaine dans son identité culturelle et traditionnelle d'antan. Une véritable opportunité pour ces femmes de devenir des icônes, des ambassadrices de la beauté ronde dans la sous-région. La soirée est pressentie pour accueillir des artistes qui ont ce label-là un peu africain, disons des artistes d'inspiration traditionnelle, que je peux nommer ici déjà. Il y a King Messan du Togo, il y a Cécimé du Bénin qui seront là. Et nous avons la Miss Aoulaba 2018 qui vient de la Côte d'Ivoire aussi, plus un partenaire que nous avons, Diana Concept de la Côte d'Ivoire, elle sera aussi invitée et nous voulons vraiment un parterre d'invités sélectionnés si vous voulez sur le volet parce qu'on a besoin de mettre un peu ces candidates-là au devant des projecteurs pour que les gens puissent se dire « Ah, peut-être avec ces femmes-là, on peut aussi constituer une icône de notre marque. » À l'issue de la soirée, il y aura une nana plus 2 nanavis. Une compétition certes, mais c'est aussi un brassage culturel qui offre l'opportunité aux femmes rondes d'acquérir beaucoup de connaissances. Et la Miss Nana sera connue le 7 juillet prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.